Bonjour, bonjour et bienvenue. Merci d'être venus si nombreux à cette table ronde consacrée à ce que nous appelons le leadership de pleine conscience. Juste un premier niveau de connaissance avec vous. Qui connaît la pleine conscience dans cette salle? Vous pouvez lever le bras, ceux qui connaissent la méditation de pleine conscience. Alors, je vais commencer par me présenter rapidement et présenter les personnes qui sont autour de moi. Je m'appelle Agnès Birpoul, je suis professeure-chercheur à la chaire de Grenoble École de Management, qui est une chaire qui s'appelle Mindfulness, bien-être au travail et paix économique. J'ai la chance d'être entourée aujourd'hui de Géraldine Hérault. On a comme point commun de travailler dans la chaire ensemble. Géraldine est DRH et de Philippe Abou, qui est directeur des achats. Alors en quelques mots, à Raymond, j'ai souhaité vous faire très très rapidement une présentation des sociétés, que puisse situer les personnes qui sont là. À Raymond, c'est une entreprise grenobloise, équipementier automobile, pour 95% de son chiffre d'affaires, qui est également présente dans l'agriculture, la santé, l'énergie et aussi les produits pour la climatisation. À Raymond est une entreprise familiale qui emploie 6000 personnes dans 22 pays, qui réalise 500 millions de chiffre d'affaires, 36 filiales, 22 usines. Et elle est membre de la chaire, elle fait partie des entreprises qui ont été les premières à soutenir la création de cette chaire avec Antoine Raymond, qui est particulièrement partie prenante. La photo instantanée des projets chez Antoine Raymond, c'est un portefeuille de 400 projets d'une durée qui va de 1 an à 5 ans, rassemblant de 15 à 60 personnes pour un budget allant de quelques dizaines de milliers à plusieurs millions d'euros. À mes côtés, Cédric Stien. Cédric représente l'entreprise E2V, il est responsable de la supply chain et programme. Alors E2V est une entreprise grenobloise spécialisée dans le semi-conducteur pour l'aéronautique, l'aérospatiale, le médical, l'industriel et l'automobile. Côté à la City de Londres, elle emploie 1800 personnes sur 4 sites industriels, réalise un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros. Alors les projets chez E2V Grenoble, c'est 60 projets en parallèle, dont 20 sont stratégiques, qui réunissent parfois jusqu'à 150 compétences, peuvent durer de 1 à 3 ans pour un budget étant souvent de plusieurs millions d'euros. Voilà pour camper le décor. Je continue à camper le décor avant de présenter donc notre sujet qui tournera autour de 4 grandes questions. La chaire Mindfulness que je représente aujourd'hui est dirigée par Dominique Steller et elle réunit des entreprises partenaires qui ont souhaité réfléchir avec des chercheurs à qu'est-ce qu'est la paix économique, quelle est l'importance du bien-être et du lien entre bien-être et performance, et en quoi la pratique de la pleine conscience pouvait apporter une autre manière de travailler, d'être ensemble, à tous les, bien sûr au-delà des projets. Notre cœur du sujet c'est le projet, mais quels peuvent être les apports de la pleine conscience. Notre point de départ de la création de la chaire, c'est de se dire que si les êtres humains se sont au départ réunis pour mettre en commun leurs forces de travail, eh bien c'est pour créer et inventer un vivre ensemble, et que notre vision et notre but est de considérer que les entreprises, les organisations d'aujourd'hui peuvent suivre le même but. Et que les richesses qui sont développées par les entreprises sont des moyens pour parvenir à ce but, qui est de créer un vivre ensemble collectif, créateur de richesses humaines, de richesses d'innovation, facilitant la vie de tous. Dans cette vision, nous savons que c'est une vision difficile, exigeante. Nous essayons ensemble de mettre nos compétences à la fois d'opérationnels du monde du travail et de chercheurs qui aident à la prise de recul pour développer une réflexion et aussi des actions. Ce n'est pas uniquement d'un savoir réfléchir, c'est aussi un savoir agir ensemble pour regarder comment nous pouvons transformer les organisations d'aujourd'hui avec vraiment ce but de pas de performance sans aisance et sans plaisir et sans bien-être ensemble. Alors,
Nous partageons tous les mêmes constats. Notre monde économique est complexe, notre monde économique est marqué par l'hyperconnexion, par l'hypercompétitivité, par des raccourcissements des délais qui sont très importants. Tout ça va faire que les êtres humains, nous allons de plus en plus fonctionner en mode automatique. La pleine conscience est une technique qui vient du fond des temps. Je laisserai Cédric la présenter davantage. On peut considérer que la pleine conscience est une façon d'apprendre à être beaucoup plus ancré de façon tranquille et élargie sur le temps présent. Chose que tous ensemble dans cette salle nous faisons naturellement, mais que liée au raccourcissement des temps, à l'hypercompétitivité, à la pression du quotidien, nous pouvons avoir totalement oublié ce type de réflexe. Nous savons que grâce à la pratique de la pleine conscience, les bénéfices sont importants. Le premier bénéfice, c'est d'abord d'être en paix avec soi, en se reconnectant à la réalité du présent. D'être en paix avec soi nous permet davantage d'être en paix avec les collaborateurs, les collègues, la hiérarchie, les clients, les partenaires. Nous permet aussi d'être en paix avec les objets, avec la planète, là où nos comportements automatiques nous font prendre la voiture. Être en pleine conscience va nous poser la question, est-ce que je ne pourrais pas y aller à pied? Est-ce que j'ai autant besoin de ces objets pour vivre bien? Enfin, la pleine conscience dans le monde du travail, de nombreuses recherches que nous menons et auxquelles nous participons montrent qu'elle nous apprend, au-delà d'être en paix, à prendre des décisions en étant davantage conscients des décisions que nous prenons, davantage en acceptant les conséquences des décisions et en faisant de notre mieux avec les personnes qui sont autour de nous. Donc c'est une conscience éclairée, qui est exigeante et difficile, mais je ne souhaite pas aller plus avant parce que c'est quelque chose qui se pratique avant tout, qui est avant tout une expérience. Donc le but de cette table ronde va être de partager avec les personnes qui sont avec moi 4 grandes questions. Nous savons que souvent ce qui nous met en mouvement, dans les projets notamment, c'est les irritants, ce qu'on ne supporte plus, ce qui nous agace, ce qui nous déstabilise. Donc la première question va être de partager ces irritants. Et puis, Géraldine, Philippe et Cédric vous présenteront comment eux, en tant qu'êtres humains et dans leurs organisations, ils ont souhaité transformer la manière de travailler et comment ils s'y sont pris concrètement. Ils parleront des bénéfices qu'ils peuvent d'ores et déjà observer pour eux-mêmes et aussi pour leurs équipes et leurs organisations. Et enfin, ils nous donneront des pistes sur ceux d'aujourd'hui, ceux qui sont dans cette salle qui se diraient mais on fait comment? Il y a quelques pistes pour savoir comment transformer et puis j'espère que nous aurons le temps d'avoir 3-4 questions de la salle. Première chose, pour les présenter rapidement, Géraldine, une chose qui te caractérise, tu es DRH de Arrêt Group, une chose qui te caractérise? Je dirais tout simplement, j'aime les hommes avec un grand H, les femmes, j'aime l'humain. Voilà. Merci. Philippe? De mon côté, dans l'organisation, mon maître mot, c'est rien n'est impossible et tout est possible ensemble. Donc c'est vraiment les maîtres mots que j'essaie de suivre. Je voudrais rectifier une petite chose. Concernant Raymond, on approche le milliard de chiffre d'affaires. On dépasse 500 millions. Le niveau achat, ça représente 600 millions d'euros de chiffre d'affaires achat avec une équipe de 60 personnes aux achats. Super, merci. Et enfin Cédric? Alors moi, j'aime la pleine conscience parce que ça me permet de ne pas me faire de film quand à côté de moi, j'ai une femme qui me dit qu'elle aime les hommes. Et vous verrez, malgré mon physique d'Obélix, je ne suis pas tombé dans la marmite de potions magiques quand j'étais petit. Voilà. Alors je te relaisse la main Cédric. Tu mènes des projets depuis longtemps, chez EDV il y en a beaucoup. Quels sont les principaux irritants qui ont déclenché une envie de faire autrement? Alors en fait, mon constat c'est qu'on était dans un cercle vicieux à 3 niveaux, au niveau business, au niveau planification et au niveau exécution. Le premier, je pense que tout le monde le connaît, c'est le syndrome du vendeur qui revient et qui dit que le client veut des délais plus courts, le marché veut des délais plus courts, et les opérationnels qui ont donné des délais standards ou des engagements qui ne sont pas cohérents avec le marché, et le business qui décide, pour prendre le business, quoi qu'il arrive, de dire on prend quand même l'affaire parce qu'il faut être pragmatique, et qui se dit bon, quand le client va mettre la pression,
tout en sachant que les opérationnels ont pris des marges de manœuvre, on va y arriver. Le deuxième axe au niveau des opérationnels, de la planification, quand les projets arrivent et que les opérationnels voient que les délais sont plus courts que ce qu'ils ont donné, ont une certaine frustration, surtout que souvent on se traîne un retard de projet qui crée de la surcharge. Et le premier comportement basique, on va dire, c'est de dire bon, la prochaine fois, je donnerai encore des daily time encore standards plus longs pour avoir plus de temps. Et le dernier, c'est au niveau de l'exécution, le management qui jongle avec les priorités, qui, en fonction des engagements financiers pris ou des clients qui hurlent, en tout cas c'est présenté comme ça aux opérationnels, crée du multitâche dans l'environnement de projet et ne font en fait, même si ça sauve un client de temps en temps, ça crée encore de la surcharge et de l'allongement dans les délais. Donc voilà le constat que j'ai fait quand je suis un peu tombé dans le monde des projets. Merci. Géraldine, de ton côté. Donc moi je suis arrivée chez Arémont il y a environ 5 ans en tant que DRH du groupe et donc ma mission est une mission de coordination et de support au niveau des projets RH Monde. Et arrivé dans cette entreprise, en fait la plupart du réseau Arémont ce sont des entreprises autonomes, complètement indépendantes et qui marchaient très bien toutes seules. Donc moi, mon poste était nouveau, j'arrive, j'étais pas vraiment bien vue comme un peu intrusive, l'œil de Moscou, mais qu'est-ce que tu viens faire là? Donc on parlait de collaboration, l'idée était là, mais on voyait qu'elle n'était pas vraiment en mouvement. Et par ailleurs, la croissance du groupe était très forte, donc aujourd'hui on est présent dans 23 pays, et on se disait il faut vraiment qu'on change ce modèle de management, qu'on puisse arriver à travailler de façon collaborative, mais une vraie façon de collaborative avec une entreprise avec un esprit commun, une expertise commune. Et donc, il fallait vraiment changer quelque chose au niveau de la façon d'agir. Et Philippe, du côté des achats. Moi, je suis arrivé chez Arémont il y a 2 ans et demi. J'ai eu la chance de travailler dans divers secteurs d'activité, tels que l'industrie, le pharma et l'automobile. Ce que je peux dire aujourd'hui avec le recul, c'est que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, dans tous les secteurs d'activité où j'ai été, l'ensemble des projets sont gérés sur le fameux triptyque qu'on connaît, qui est très à la mode dans le domaine automobile, qui est le QCD. Donc, tous les projets aujourd'hui sont gérés sur quel est l'objectif de coût, en quel délai je dois sortir, en quel niveau technicité et qualité je dois sortir. À ce titre-là, ça produit les mêmes effets qu'importe le secteur d'activité. Et ce que j'ai vu, c'est que si on y met un système de top-down sur ce projet qui est très QCD, probablement il y a un système qui est un système d'implosion des personnes, il y a un système de pression sur les humains qui est énorme. Qu'est-ce que j'en ai vu moi, ça fait 20 ans que je travaille sur le projet achat et l'intégration avec les projets de l'étude. Je vois de moins en moins de sujets qui sortent en termes de création de valeur, en termes d'innovation, en termes d'effet de différenciation sur le marché. Donc à ce titre-là, j'ai la chance chez Arémont d'avoir un système humain qui est au centre des préoccupations et qui nous permet derrière d'embarquer les gens et grâce à ça, de travailler sur un mode de fonctionnement qui est totalement différent de ce que j'ai connu les 20 dernières années. Et je peux vous dire que ça améliore un certain nombre de choses, je vous en parlerai à la fin. Alors Cédric, un jour tu m'as dit, moi je suis ingénieur, donc j'étais pas spécialement prédestinée à être dans les sciences molles, à être attirée par les sciences molles. Mais voilà, je suis devenue progressivement, j'ai fait le choix de devenir un mindful manager. Tu peux nous dire quel a été ton parcours, ce que c'est et quelle est ton expérience aujourd'hui? Alors, si je garde l'image de marmite, en fait, moi je suis tombé dans la marmite du rationnel, du cartésien. J'ai un peu scellé cette marmite-là avec une formation d'ingénieur. Et j'ai commencé ma carrière, non pas en mindful manager, mais le management par les 3C. Hein, c'était comprendre, puis après commander, puis après contrôler. Le management des 3C. Alors les mauvaises langues disaient que c'était le management par les 5C. C'est con, mais c'est comme ça. Alors, l'avantage du 3C, c'est que ça apporte des résultats quand même. Donc j'ai vite pris de responsabilités. Et le problème, c'est que j'ai vite eu des problèmes beaucoup plus complexes et beaucoup plus humains. Et à 30 ans, je me suis dit, bon là, ça va pas le faire, il faut que je fasse des séminaires de management. Et je suis tombé dans un séminaire de management où, pour commencer, on a fait de la méditation sans le savoir. On s'est consacré 3 minutes sur le souffle. Et honnêtement, quand j'ai appris que ça c'était de la méditation, je me suis dit, ouh, ça manque de lévitation quand même, hein. Je préfère
peu quelque chose de plus... J'avais une représentation beaucoup plus complexe de l'affaire. Et je suis ressorti en fait de ce séminaire en disant ouais, c'est sympa la méditation, en fait c'est l'aspirine du stress. Hein, quand tu es un peu stressé, tu respires un peu, ce que j'ai fait en arrivant ici, et tu es plus stressé, ou ça va un peu mieux en tout cas. Et puis il s'est passé comme 5 ans, beaucoup de séminaires de management, beaucoup de formations, beaucoup de lectures, et à 35 ans en fait c'est mon corps qui m'a dit par une rupture de tendon d'Achille, donc c'est assez symbolique, je suis passé d'une représentation de la méditation relaxation à la méditation prévention. Petit message du chirurgien sur la table d'opération en péridurale qui me dit « t'as de la chance, ça peut être le tendon du cœur. Hein, t'as une deuxième chance. » Donc concrètement, qu'est-ce que j'ai fait parce que méditation, c'est pas... ou la pleine conscience, je préfère pleine conscience, c'est des choses toutes simples, c'est juste couper un peu le mental de temps en temps. Le matin, prendre conscience de son état intérieur, de ses émotions. Bon, moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire à 35 ans, émotion. Hein. J'ai pris Wikipédia. Écouter ses intentions, ses intuitions. Là aussi, je me suis dit, oula, c'est sorcier, il faut que j'aille faire un tour sur Wiki. Après, c'est des choses toutes simples, c'est prendre conscience de son corps. Alors, j'ai fait 1 an de kiné hein, pour remarcher et courir, donc j'ai appris à connaître mon corps. Donc, que ressent mon corps? C'est se connecter aussi à l'extérieur. Quand je mange, prendre conscience que je mange, du goût. C'est des choses toutes simples qui prennent très peu de temps, en fait, qu'on peut même faire au boulot. Quand on marche, prendre conscience qu'on marche, du poids sur les pieds, de respirer entre chaque slide, de prendre conscience du poids que l'on a sur sa chaise, trajet de voiture quand on attend, de se connecter aux montagnes. On en a parlé tout à l'heure, des montagnes, c'est très important pour moi. Des montagnes, au vent, au soleil, à l'eau. Mais c'est juste de prendre conscience qu'ils sont là, voilà, c'est tout. Et ces trucs tout bêtes, en fait, ça a eu un grand effet assez rapidement sur moi. Ça m'a maintenu mon niveau d'énergie assez haut et stable. Et malheureusement, ça n'a pas fait disparaître le stress, parce que moi j'avais un peu cette envie-là. Et contrairement à mes idées reçues, ça m'a permis de détecter beaucoup plus tôt et d'aller chercher vraiment quel était le besoin essentiel qui générait ce stress que je n'arrivais pas à assouvir. Et ça m'a permis en fait d'être beaucoup plus exigeant avec moi-même et aussi avec les autres, sur les sujets qui étaient très importants pour moi. Et ça m'a permis aussi de lâcher prise. La méditation, on entend souvent lâcher prise, mais pour moi, c'est peut-être en deuxième temps, c'est de dire lâcher prise sur tout ce qui, en fait, n'a pas forcément de sens en termes d'intention collective et de performance collective. Alors concrètement, au niveau du management, parce qu'on est Mindful Manager, ce que ça m'a permis de faire, en fait, c'est d'arrêter de donner du sens. Parce qu'en fait, je donnais mon sens, hein, j'ai essayé d'incuber ça aux autres, et pour mettre en place quelque chose qui est plus de permettre à chacun de trouver son sens. Si j'essaye une métaphore, c'est de passer de l'agriculture intensive à la permaculture. Alors, Philippe se fout de moi quand je dis ça, parce qu'en fait, je dis, moi, je ne suis plus un manager, je suis un permanager, et la performance issue de ce management qui est durable n'est plus de la performance, mais de la permaforce. Elle me dit, oui, tu as trop regardé Luke Skywalker quand tu étais petit, c'est n'importe quoi, ça c'est le côté pragmatique de mon ami Philippe. Alors concrètement, c'est quoi? Ça permet en fait, la permaculture, c'est chaque plante donne de l'énergie aux autres. Donc dans le management, c'est ça. Et pour moi, le manager mindful, si je devais le déterminer en 6 lettres, je dirais BSP NAO, bon sens paysan non assisté par ordinateur. Et concrètement, ces 3 points, c'est s'occuper de la terre, c'est-à-dire s'occuper des comportements organisationnels dans l'entreprise en premier lieu, comprendre la vie. C'est quoi en langage entreprise? C'est déterminant de comportement, avec tous ces outils de MBTI, ProcessCom, vous en connaissez forcément un, et de la gestion des émotions. Être dans l'émotion, c'est professionnel pour moi, on en parlait hier avec quelques-uns. Et le troisième, c'est d'activer les talents, on en a beaucoup parlé aussi hier, ça c'est une évidence, mais je prône moi la délégation égoïste et généreuse, c'est-à-dire si je ne suis pas compétent dans quelque chose, même si c'est mon poste, même si c'est mon pouvoir, même si c'est mon ego, même si c'est mon image, et que quelqu'un d'autre sait mieux le faire que moi, eh ben je lui file. Et j'ai pas honte du filer, et je suis content qu'elle fasse même mieux que moi sur ce sujet-là. Ça va, j'ai mon timing? Ça va, on a un peu dépassé, mais on va gérer.
Géraldine, chez Arémon, vous avez décidé de réfléchir à l'évolution du leadership et vous avez co-construit un programme qui s'appelle le Servant Leadership. Est-ce que tu peux nous le présenter, s'il te plaît? Alors pour rebondir sur ce que vient de dire Cédric par rapport au bon sens paysan non assisté par ordinateur, je dirais que dans les entreprises un peu plus civilisées comme Arémon, eh ben on va appeler ça le Servant Leader. Donc le Servant Leader, en fait, c'est un leader qui est au service de son équipe. Et donc c'est un management qui est innovant, qui est une attitude en fait tournée généralement vers l'homme. Et Arémon n'a pas inventé du tout ce concept, hein. C'est un concept qui a été développé dans les années 70 par un Américain qui s'appelait Greenleaf. Et donc c'est vraiment quelque chose, c'est tourné un humanisme managérial qui essaye de concilier, on va dire, les impératifs économiques et le bien-être au travail. Donc c'est une remise en cause en fait du management classique qu'on connaît top-down, pyramidal. Et là c'est plus moi en tant que leader, eh ben, qu'est-ce que je peux apporter pour mes équipes pour qu'elles réussissent. Et non pas moi en tant que leader, ben, qu'est-ce que mes équipes peuvent faire pour moi. Donc c'est vraiment un retournement par rapport à ça. Et la résonance, c'est que ben, l'engagement des collaborateurs est beaucoup plus important. Le servant leader, c'est pas un leader qui est mou. En fait, c'est un leader qui est très exigeant, à qui on va demander justement d'être un manager, un leader mindful et de prendre bah, parfois des décisions dures, mais des décisions, on va dire, justes et au bon moment. Donc, c'est quelque chose qu'on a voulu mettre en place au niveau d'Arémon. Donc, comment on s'y est pris? Puisque pour mettre en place un nouvel état d'esprit, ben, je pense que ça passe d'abord par les managers. Donc en 2012, on a souhaité co-construire un programme autour de ça, avec toute l'équipe ressources humaines. Et puis on a proposé à 10 volontaires de co-construire ce programme avec nous. Donc c'était aussi bien des managers, des directeurs, des chefs de projet, dans des pays différents, dans des sociétés plus ou moins grosses. Chez Arémon, on peut avoir des sociétés qui sont type start-up avec 10 personnes et puis d'autres filiales ou avec 2000 salariés. Donc on a construit ce groupe pilote avec l'équipe RH et on a mis en place un programme de 2 fois 2 jours pour aller dans cette nouvelle approche. Donc par rapport à ça, aujourd'hui on a 300 leaders du groupe qui sont formés à cette nouvelle approche. On continue ce programme. Et puis les leaders qui ont vécu ce programme et qui pour nous est une véritable expérience deviennent des ambassadeurs du servant leadership au sein de leur filiale et ils essayent au quotidien de vivre cette nouvelle attitude et de la diffuser au sein de leurs équipes. Donc voilà quelques mots par rapport à ce servant leader. Merci. Philippe, le rôle de la fonction achat, il n'a pas toujours bonne presse dans le projet. Moi, j'ai souvenir quand je travaillais pour une très grande entreprise française, une seule petite intervalle. Non, je disais, mais ils sont où les acheteurs lors du kick-off? Bah, les acheteurs, Agnès, lors du kick-off. Ça sert à rien, un acheteur lors du kick-off. On va attendre la partie industrialisation. Et puis, effectivement, les acheteurs étaient perçus comme des gens qui empêchaient des inventeurs de créer et d'imaginer et de faire des budgets qui dépassaient forcément. Et j'ai vu, moi, toute cette évolution de cette profession achat devenir, d'empêcher de tourner en rond, un peu plus partenaire. Est-ce que tu peux nous témoigner de comment tu t'y es pris? Mauvaise presse, j'espère que vous n'avez pas encore mauvaise presse sur la fonction achat. Ce que je sais, ce que j'ai vécu, il y a une vingtaine d'années, on a commencé, j'ai connu diverses phases dans la fonction achat. J'ai connu, j'espère que ça n'existe plus, ce que j'appelle moi l'acheteur Cro-Magnon. Donc l'acheteur Cro-Magnon, c'est celui qui... globalement, qui en demande d'aller en face d'un fournisseur, de négocier face-to-face et de lui dire, quoi qu'il en soit, tu dois réduire les prix et c'est tout, tu t'arrêtes là. Donc c'était cultivé à l'époque par la fonction achat, mais ça a été aussi amplifié par l'ensemble des présidents, des CEO et des managers de cette fonction achat qui prenaient les acheteurs en leur disant, il faut que tu viennes parce qu'il faut que tu me réduises les coûts de 10%, il faut que tu t'emploies tous les fournisseurs. Donc ça, c'était à la fois la fonction achat et à la fois managé par les managers. Il y a beaucoup encore de managers qui disent, moi je veux un super acheteur parce qu'il va me réduire les coûts de 10%, donc il va t'employer tout le monde. Ça, c'est l'histoire de Cro-Magnon qui a fait que mauvaise presse. C'était, j'espère, il y a 20 ans et j'espère que ça n'existe plus. Après, il y a une évolution... Oula, ça chahute, hein, ça chahute. Ils ont des noms. Après, il
il y a un acheteur qui est déjà plus intelligent, qui est l'acheteur qui s'est dit, moi je vais travailler sur une dimension que j'appelle le TCO. C'est travailler sur une dimension qui parle du coût, c'est travailler de l'entrée du produit à la sortie du produit, c'est commencer à travailler de manière transversale, et c'est commencer d'arrêter de travailler en silo avec lui-même, et de se satisfaire à lui-même, avec ses indicateurs et ses KPI de lui-même. Donc ça, c'était il y a quelques années, et c'est encore aujourd'hui un niveau de maturité qui existe. Et puis, ce que j'essaye d'embarquer aujourd'hui chez Raymond, c'est un acheteur qui essaye de créer de la valeur. C'est très complexe. Le but est de libérer les gens, de les faire travailler dans un mode de fonctionnement dans lequel ils prennent du plaisir, dans lequel on puisse adhérer ensemble et dans lequel ils puissent être propriétaires de l'idée pour s'embarquer ensemble. Donc je passe de la notion de moi à la notion de nous, de la notion de je mets la pression sur un gars à je prends du plaisir ensemble. Donc c'est ce que j'essaye de mettre en œuvre, avec une dimension qui est pas facile, c'est une dimension internationale avec un certain nombre de pays avec qui on travaille. Le fait est que la partie servant leader nous aide beaucoup, puisque ça permet de transformer un certain nombre de comportements. Donc on est plutôt aligné sur le fait de dire aujourd'hui on a un comportement qui doit changer, parce qu'il y a un projet qui a changé. Le projet d'hier c'est un projet QCD, il faut aller vite, il faut baisser les coûts, il faut que ça soit bien. Le projet de demain c'est il faut apporter de la valeur, il faut être meilleur sur le marché de demain. Donc ça c'est ce que je pense. Donc ça veut dire qu'il y a une transformation chez moi qui est très forte, et chez Raymond, pour essayer de tendre dans cette direction-là. J'essaie de lâcher le sujet sur tu dois baisser les prix à tout prix, c'est plutôt libérer les gens, et à la fin le prix sera la conséquence, mais non pas le target. Alors la troisième question que je souhaitais poser à nos invités, c'est quels sont les bénéfices déjà de ces démarches, de cette démarche de transformation? Cédric, les bénéfices dans les projets que tu as pu observer? Alors, l'idée de travailler sur les déterminants de comportement, pour revenir sur mes 3 points, c'était de sortir des cercles vicieux qui consomment de l'énergie, où tout le monde accuse tout le monde de la mauvaise performance. Alors concrètement, on a mis en place des choses, je vais rentrer dans le détail de ce qu'on a fait pour bien que vous puissiez comprendre comment les choses changent. D'abord, on a travaillé sur la gestion de projet. Avant, on évaluait nos tâches dans les projets en durée et on affectait souvent des noms de personnes. On est passé à une évaluation des tâches en charge de compétences, d'accord? Et on est à ce niveau-là resté sur une logique de 50% de réussite de cette tâche pour avoir une charge stabilisée. C'est-à-dire, pour faire cette tâche-là, avant on disait oui, il faut 2 semaines, il faut que Roger travaille 2 semaines, et là on est passé sur non, il nous faut la compétence design analogique de la puce pendant 9 heures. Et avec ça, il y a 50% de chances qu'on fasse le travail en 9 heures. Mais peut-être qu'on va le faire en 18, on ne sait pas. Mais à 50% de chance, on pense que 9 heures c'est réaliste. Le deuxième axe, c'est qu'on n'a plus donné de date d'engagement sur les tâches. On a sorti des dates d'engagement que sur la dernière tâche, qui était dans un enchaînement de tâches interdépendantes, et sur cette due date, cette date d'engagement, on a mis une protection en temps, parce qu'on a pris des risques, on n'était qu'à 50% de chances de réussite. Et le troisième point, c'est qu'on a dit qu'on avait piloté en fait, les projets dans l'opérationnel à partir de comment on utilise ces protections. D'accord ? Parce que ces protections-là, on va les utiliser, on sait qu'on n'a qu'à 50% de chance. Donc on réagit dans un projet à partir du moment où on consomme trop de protection et on voit qu'on va prendre le mur. Ça permet de prendre conscience qu'on va prendre le mur. Et on a mis aussi en place, alors on a appelé ça PMO, hier on a beaucoup parlé, nous on n'a pas appelé ça comme ça, mais on a mis en place une gestion de portefeuille projet. Et la première des actions, en fait, c'était de relier la planification des projets à la planification stratégique. Et de dire, avec le business et les opérationnels, quelles sont les opportunités, les risques dans le business, et comment on gère, en fait, l'évolution de nos compétences pour faire les projets de demain, et comment on gère la polyvalence. Dans un deuxième temps, dans l'engagement au niveau des clients, on prend les engagements clients en pleine conscience, en visualisant la capacité disponible des compétences. En partant du principe qu'on ne charge jamais nos compétences à 100%. On garde des capacités protectrices. Alors vous allez me dire, c'est pas lean, c'est du gaspillage. Non, parce qu'en fait, ce qu'on fait, opérationnellement parlant, c'est qu'on garde les plus polyvalents disponibles pour agir sur les projets où il y a des aléas et où on tamponne les protections de temps. Et s'il n'y a pas d'aléas,
avec un, je ne peux pas l'expliquer ici, parce que je crois qu'Agnès va nous faire un timing plan dans 2 secondes. On peut gérer finement, avec un ordonnancement un peu fin, pour que ces gens polyvalents puissent quand même être occupés. Et en fait, cette capacité-là se stocke. On peut la réutiliser pour prendre de l'avance sur d'autres projets. Merci. Géraldine, de ton côté, premier signe du servant leadership. Donc les premiers signes par rapport à moi, ce que je vis au quotidien et puis les retours qu'on a aussi des équipes, on voit par rapport à cette approche, cette nouvelle posture et cette nouvelle attitude de leader, on voit dans les réunions une écoute beaucoup plus active et puis surtout un respect des idées. Je vais dire 5 ans en arrière, certaines réunions, on va dire, c'était très chaud. Aujourd'hui, même sur des sujets, des projets compliqués, on écoute l'autre, on respecte l'idée de l'autre, ce qui n'empêche pas la controverse ou la confrontation, mais vraiment on est dans l'écoute. Donc quelque chose aussi qui a été intéressant, c'est quand on a mis en place cette approche, on est présent sur tous les continents et on se demandait un petit peu, on était sceptique notamment par rapport à certaines cultures en Inde ou en Asie, et on voit en fait que ce modèle, cette approche, eh ben, elle est appréciée par tous les collaborateurs, quel que soit le pays ou quelle que soit la culture. Et pour vous partager une anecdote, il y a encore 1 an et demi de ça, au niveau du comité de direction, on était 12, et on a décidé d'élargir ce comité de direction, et aujourd'hui, on est 20 au niveau du comité de direction, donc on a demandé à un directeur qui représente une grande zone du monde de venir se joindre à ce comité de direction. Et donc aujourd'hui, toutes les décisions stratégiques du groupe Arémon sont prises à 20. Donc par consensus. Et récemment, justement, c'est pour cela que je vous raconte cette anecdote, on a un nouveau dirigeant qui nous a rejoint. Et lors du premier comité de direction, il nous a dit c'est la première fois de toute ma carrière que je vois qu'une décision stratégique comme celle-ci, on est capable de la prendre à 20. Voilà. Je te laisse passer la parole à Philippe. Je dirais que les relations, moi c'est la première fois de ma vie que je suis content d'aller au bureau tous les jours. Et sans problématique, sans barrière, sans tabou, en étant vrai. Et j'ai plutôt aussi l'impression que les personnes qui travaillent autour de moi et chez Arémon rentrent plutôt dans ce même esprit. Ça permet derrière une libération en termes de relationnel qui est énorme. C'est comme si votre enfant à l'école, je sais pas qu'il a le doigt semblé par le prof, au bout d'un moment il n'a plus le droit, il se tait, il attend qu'une chose, c'est la fin des cours. Et puis quand on est dans le travail aussi, j'ai travaillé dans des sociétés qui étaient très punchy, donc Palomé Valéo par exemple, j'avais peur tous les jours d'aller au bureau, parce que je passais sur le bio, je passais en plan d'action, je devais me justifier tous les jours. Donc ce sujet-là, chez moi, il révolue. Et chez Arémon aujourd'hui, il évolue. Alors les bénéfices sont énormes derrière parce que en étant heureux, les gens aujourd'hui dans un mode projet solidaire donnent beaucoup plus, sont bienveillants, n'ont pas envie de se dire il faut vite que je m'en aille parce que j'aime pas cette société, il faut que je cherche du boulot dès que je rentre. Donc il y a des bienfaits qui sont énormes d'un point de vue interne, c'est ce que j'ai remarqué. Et avec les équipes, j'ai un niveau de construction qui est assez positif et assez favorable. A priori, j'ai pas quelqu'un qui me dit Philippe, je vais le planter et puis je vais me barrer de la société parce que ça me plaît pas, parce que si, parce que ça, ce que j'ai connu par ailleurs. J'ai un bienfait qui est énorme côté fournisseur, parce que j'ai mis un mode de relation aujourd'hui, qui est un mode de relation, quoi qu'il en soit, on est dans l'automobile, c'est assez strict, c'est assez sévère en termes de prérequis, pour le plus céder, on en parle effectivement, mais en leur expliquant un certain nombre de choses, on veut tous travailler dans la sécurité, donc l'humain veut travailler dans la sécurité, le fournisseur aussi veut travailler dans la sécurité. Si je le rassure, si je lui donne de la clarté, si je lui parle de long terme, n'ayez pas peur d'ouvrir les livres avec eux et de dire moi je suis bon là, je suis mauvais là, je veux aller là, on va le faire ensemble, n'ayez pas peur de partager les stratégies. À partir de ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, le sujet s'ouvre et on a des relations qui sont beaucoup plus apaisées. Je vous parlerai après des exemples en finale, mais j'ai obtenu des choses vis-à-vis des fournisseurs qui étaient beaucoup plus importantes que si je leur demandais je veux 3%, sinon je me casse. Cro-Magnon. Parfois, sur notre chemin, on rencontre des sceptiques. Alors, dans les sceptiques, il y a toutes les histoires. Il y a ceux qui disent ça me tend très bien, on a déjà essayé, ça marche pas. Il y en a qui disent paix économique, c'est vraiment bisounours, quoi. Je sais pas dans quel monde vous vivez, mais on ne vit pas dans le même monde apparemment. D'autres disent non mais c'est... la tâche est tellement immense, on a l'impression qu'il faudrait déplacer des montagnes, qu'on ne sait pas par quoi commencer.
et notamment comment influencer nos dirigeants pour que vraiment les choses commencent à bouger. On a peut-être des jeunes qui nous rejoignent qui auraient envie d'eux, mais les dirigeants, ils n'y arrivent pas trop. Donc pour conclure le message d'aide à la transformation, tous les trois, je voudrais vous demander qu'est-ce que vous voudriez dire aux personnes de cette salle sur comment, comme l'a dit Philippe, la devise, si c'est possible. La seule chose qu'on ne tente pas et celle qu'on n'a pas essayée, disait Paul-Émile Victor. Donc qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Donc pour commencer, Géraldine. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je suis convaincue que l'entreprise de demain sera une entreprise collaborative. On ne pourra pas faire autrement. On se doit et on est contraint d'aller vers des synergies, de créer des nouvelles synergies. Et je crois justement beaucoup à ce modèle de servant leadership. Aujourd'hui, pour moi, je suis convaincue que la confiance et l'intelligence collective, c'est la meilleure façon de travailler et de trouver des solutions ensemble. Donc c'est vrai, ce modèle de servant leader, c'est un modèle qui est très exigeant. C'est la responsabilité de chaque collaborateur et chaque leader au niveau d'Arémont dans leur quotidien de dire qu'est-ce que je peux faire de plus aujourd'hui pour aider mes équipes. Mais aujourd'hui, on voit vraiment que l'engagement des collaborateurs est de plus en plus forte. Donc engagement plus fort, on libère les talents, la créativité est là, l'innovation est là. Donc je dirais qu'il faut être patient, ça prend du temps, mais on voit vraiment les bénéfices. Et peut-être le dernier mot que je partagerai avec vous, c'est pour moi un changement de culture, il ne se décrète pas. Un changement de culture, il se vit dans une société. Merci. Cédric? Alors, je ne suis pas grenoblois, je suis tourangeau, je suis arrivé à Grenoble il y a plus de 20 ans. Et moi, ce que je vous propose, c'est d'arrêter de vouloir bouger les montagnes, parce qu'en fait, je trouve qu'elles sont très bien où elles sont. Et par contre, je vous propose de vous inspirer de la force et de la stabilité des montagnes pour faire de vos intentions des choses immuables. Moi, mon intention, si je la résume, c'est de démontrer, c'est mon but de fin de carrière, que la loi des systèmes foireux est plus forte que la loi des nazes. Je vous laisse un peu réfléchir. Certes, il y a plusieurs points, je pense, pour cheminer. Le premier, c'est d'accepter d'être seul. Et la peur d'être seul au départ, d'être en solo, c'est pas forcément facile, pour moi en tout cas. Par contre, je pense qu'il y a des précautions à prendre et qu'on peut y arriver. La première, c'est d'être conscient du présent. Quand on part en montagne et qu'on veut faire une randonnée, on se renseigne sur les conditions climatiques, sur la qualité de neige. Je pense qu'il faut faire la même chose en entreprise. La deuxième, je pense qu'il faut être attentif aux autres et aux générations futures. C'est important, je pense que c'est très rassembleur et qu'il y a un mouvement en ce moment autour de ça et c'est très fédérateur. Et le troisième, c'est la patience. Moi, je ne suis pas patient, j'apprends. Je te rejoins, Géraldine, ça va prendre du temps. La cordée va grandir, mais petit à petit. C'est exponentiel et surtout au début, ça ne va pas aller vite. Pour conclure, personnellement, moi, ma plus grande fierté, c'est d'arriver au sommet collectivement. Et je voudrais juste partager cette expérience qu'on est en train de vivre chez EDV. J'ai lancé un mouvement il y a 3 ans à partir d'une vision stratégique, collective, qu'on appelle se valoriser, parce qu'on trouvait qu'on ne se valorisait pas assez entre nous. Et aujourd'hui, au début on était 2 ou 3, on nous prenait pour des fous, mais en ayant cette posture-là, aujourd'hui on rassemble 90% des managers qui sont dans la cordée. Et ceux qui ne sont pas dans la cordée sont des jeunes managers qui disent « Attendez, nous on veut faire une première expérience de voir ce que c'est pour venir avec vous ensuite ». Ce n'est pas une expérience top-down, ça n'a pas été demandé par la hiérarchie, par le groupe, par corporate. Par contre, voilà, c'est soutenu localement par la direction locale. On commence à avoir un budget, on a des actions, et on se responsabilise réellement, et on se prend en main pour vraiment créer un nouveau sorte de management qui est adapté à notre contexte, et qui va permettre justement cette perma-force, cette performance collective durable. Merci. Philippe? Bon, moi je vais répondre sous forme d'exemple. En termes de comportement qui a pas mal changé, et j'essaie de changer les choses. Pour l'histoire, j'ai eu un rendez-vous avec un grand équipementier plastique, Rhodia, il y a 2 ans,
Je venais de sociétés très top-down, on n'est pas formé au leadership qu'on est. Et puis à ce fournisseur, il me dit, moi je suis là pour augmenter les prix. Et puis moi je lui dis, ça tombe bien, moi je suis là pour faire 23%, parce que le client me vend 23% chaque année. Donc, la discussion a à peu près duré entre 15 et 20 minutes, chez un fournisseur qui pèse entre 15 et 20 millions d'euros, qui est notre principal fournisseur sur le pôle des Mille. Donc c'était un anglais. Donc nous nous sommes quittés sans nous serrer la main et on se dit au revoir. Donc j'en ai bavé pendant une année, tous mes sites en ont bavé pendant une année de la relation que j'avais mis avec Rhodia, avec l'ensemble des acheteurs. Et ça s'est fini comme ça. Donc j'ai dit, il faut que je change. Même cause, mêmes effets. Ça faisait 20 ans que je faisais pareil. Ça marchait parce qu'il y avait une espèce de puissance, et puis voilà, ça marchait pendant un an. Et puis cette année, j'ai réorganisé le meeting négociation avec Rhodia, toujours un Rhodia, le même niveau d'activité, même volume, etc. Et puis j'ai préparé le meeting avec mes équipes, et puis j'ai dit, bon, maintenant, on va faire une présentation, on va dire qui on est. Premier slide, j'ai marqué, j'ai besoin de vous. J'ai pas dit, je vais taper dessus pour faire moins 3. J'ai besoin de vous, je veux aller dans cette direction-là. La stratégie achat, c'est celle-ci. J'ai fait venir des commerciaux de ma société et des MD, c'est-à-dire des managing directors France, pour expliquer où le business veut aller, d'un point de vue global. Donc je suis en processus transversal avec une intégration qui n'est pas très à la mode. Pourquoi un acheteur fait venir un commercial à la table ou un patron d'entité? C'est pas tout le monde qui le fait. Donc j'ai réuni ça autour de la table, et tout d'un coup, il y a des choses qui se sont levées côté Rhodia. Il ne s'est plus senti en insécurité, il ne s'est plus senti agressé, il s'est senti qu'il y avait un projet, il s'est senti qu'il y avait une stratégie, il s'est senti important parce que, reconnaissance parce que j'ai fait venir de la direction avec moi, et derrière ça a délivré quelque chose. Je ne lui ai toujours pas demandé 3%, cette année j'ai eu 3%. Encore une fois, le chemin que j'ai utilisé, parce que je me suis dit je vais changer, je vais arrêter de leur demander de l'argent chaque année, parce que nos clients nous le demandent, sous certaines formes, mais j'ai essayé de trouver un autre chemin pour y aller. Ça a délivré. Je ne sais pas si ça va marcher chaque année, mais en tout cas, c'est le chemin. J'ai un autre exemple à vous partager. Quand je suis arrivé chez Raymond, on s'est dit, on va créer une stratégie achat d'un point de vue global. Des expériences que j'en ai eues, j'ai dit, bon, bah, c'était plus ou moins facile quand tu fais du top-down. C'est une stratégie que tu valides avec l'expo. Globalement, tu la déploies, l'expo est d'accord, les gars, c'est ça, dans 6 mois, c'est mis en œuvre, dans un an, ça marche. Vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. Ça n'a pas marché du tout. Au bout de 3 mois, j'ai toute l'équipe contre moi qui m'a dit, ça ne fonctionne pas comme ça, il faut impliquer les gens. Donc ce que j'ai fait au prochain séminaire, au séminaire d'après, pardon, c'est que je leur ai dit, je voudrais aller là, je ne sais pas comment, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment on y va ensemble? Ben, ce qui s'est passé de manière miraculeuse, c'est que l'équipe elle-même m'a écrit le chemin pour y aller, et aujourd'hui ils sont devenus le propriétaire de la stratégie achat. C'est ni plus ni moins, c'est plus moi le patron du sujet, mais c'est eux qui l'ont écrit, c'est de eux qui sont appropriés, et j'ai un peu moins de freins, ou plus de freins, pour la mise en œuvre de la stratégie achat. Donc c'est une implication et un mode de changement qui est fondamental. D'un point de vue intellectuel, c'est très enrichissant parce que c'est une remise en cause totale quand même. Donc il ne faut pas avoir peur de le faire. Pour moi, encore une fois, tout est possible. Donc par contre, c'est très excitant. Merci à vous trois. En synthèse, moi ce que j'entends aussi, c'est qu'on ne peut pas transformer les équipes, les organisations si on ne se transforme pas soi-même. Ça commence comme ça, hein. Je crois que c'est vraiment un des points forts de ce qui a été dit. En synthèse, et je vous donne la parole, moi je viens de publier un livre grâce aux personnes qui sont là, puisque j'anime la communauté de pratique de la chaire et on s'est rencontrés à ces occasions. J'ai résumé les pratiques des organisations dites nutritives, qu'on pourrait aussi appeler les organisations mindful. La première, c'est de consacrer du temps à former les managers, mais à les former, à les accompagner, à avoir conscience que c'est pas facile de manager aujourd'hui et que cette transformation nécessite de l'accompagnement et du temps. Ça, votre leadership, c'est pas 2 jours de formation, c'est un vrai programme co-construit avec un accompagnement important. Deuxième pratique, c'est de se réapproprier le temps dans des réunions, de mettre moins de choses, de se poser, de réfléchir, de respirer, de prendre du temps ensemble. Pas en séminaire, hein, je parle dans les réunions, dans la semaine, hein, les réunions où on décide ensemble à 20. Réfléchir sur comment on partage le sens. En tous les cas, on ne peut pas travailler si on n'a pas au moins un sens commun. Le rapport à la confiance. Philippe a dit, je suis passé du moi au nous. Toute cette nouvelle manière de travailler nous interroge beaucoup sur notre rapport à l'altérité. La confiance, on a tous rempli des pages de paperboard dans les séminaires sur la confiance. On sait tous que c'est un peu plus compliqué que ça. Là, ça demande tout un cheminement du rapport à la confiance en autrui. L'autre chose, c'est la coopération. La coopération en France, on est mal formé à la coopération. On découvre la coopération en première quand on fait un travaux pratiques dirigés, les TPE, et après c'est dans le monde du travail. La coopération, ça s'apprend,
C'est des chemins longs, difficiles, mais il y a quand même des manières de faire qui fonctionnent mieux que d'autres. L'agilité. Tout à l'heure, dans l'amphi, on parlait d'empirisme. L'agilité, c'est de faire rentrer le client le plus tôt, être dans l'itération et pas avoir peur de tester, de faire des erreurs, tester. L'autre chose, je suis désolée, ça passe pas bien, c'est la diversité. Le monde contemporain demande qu'il y ait de l'interage, qu'il y ait de l'intersexe, qu'il y ait de l'interculturel. Qu'on n'ait pas peur d'avoir un garçon, une fille plus jeune que nous dans notre équipe qui sait plus de choses que nous. L'important, c'est d'avancer ensemble. Et puis la dernière chose, c'est que l'innovation est compliquée. L'innovation, ça demande de développer sans cesse une culture de l'innovation dans tous les métiers de l'organisation. Et pas uniquement réservé à la R&D, mais que dans toutes les fonctions qui doivent travailler ensemble, parce qu'un projet d'entreprise, c'est un projet de tous ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire innover? Et donc former les personnes, créer de la culture, partager des bonnes idées. Merci à vous.